Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est de retour! On est de retour dans le play-in! Ouais, je sais, on se console comme on peut dans cette saison, qui est de toute façon un échec. Mais voilà, on se réjouit un petit peu avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est une victoire sur le parquet de Houston. Difficile, acquise dans un dernier quart-temps qu'on a maîtrisé après 3 premiers quart-temps plus compliqués. On va développer tout ça. Mais avant de parler de ce match, il faut revenir sur la grosse news qui a bien mis un gros coup de démon à tout le monde la veille, ou plutôt l'avant-veille, parce que c'était jeudi. C'est le tweet de Woj pour annoncer que Lonzo Ball, ses représentants et les Bulls discutent d'une éventuelle troisième opération à son genou, parce que mine de rien, on est à 6 mois après la deuxième. Et il continue de ressentir des douleurs quand il accélère, quand il fait des courses latérales, etc. Donc le souci n'a pas été réglé avec l'opération qu'il a subie au début du training camp, donc vers fin septembre, début octobre. Là, honnêtement, je sais plus trop. Je sais pas. C'est compliqué. Déjà, pour lui, le premier truc, c'est de penser à lui mentalement. Ça fait 14 mois qu'il a été blessé, il a déjà subi 2 opérations. Repartir sur une troisième et recommencer à réapprendre à marcher, refaire l'athlétisation et tout, mentalement, c'est pénible. Le corps aussi, quand tu te fais opérer 3 fois du même endroit en 14 mois quand même, faut se les bouffer les opérations, c'est pas rien. Euh, c'est vraiment compliqué et il y a forcément des questions autour des questions qui deviennent de plus en plus légitimes. Si il y a bel et bien une troisième opération, parce que à l'heure de faire cette vidéo, il n'y a rien d'officiel, il y a des discussions, mais bon, si Woj sort un tweet comme ça, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. On se doute bien qu'il va y avoir une annonce certainement lundi ou dans les prochains jours pour nous dire bon bah ouais, il va se faire opérer et il va manquer les 6 prochains mois et en espérant que cette fois-ci ce sera la bonne. Mais c'est vraiment compliqué. Voilà, le premier truc quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, Lonzo il doit être dans un état pas possible quoi. Parce que mentalement, tout recommencer à zéro encore une fois, c'est laborieux quoi. Et puis quand tu te mets ensuite, quand tu te places du point de vue des Bulls, c'est évidemment emmerdant. Et encore plus quand tu te mets dans la peau des dirigeants, parce que tu as passé une saison entière sans véritable meneur de jeu, même si tu n'as pris pas de bœuf dernièrement, en espérant tout le long que Lonzo va revenir. Au début, on te dit, bon, il est opéré au début du training camp, puis il sera réévalué mi-novembre. Puis après, on te dit, bon, on va voir plus tard. Et puis après, on te dit, bon, on va voir plus tard. On espère pour le All-Star Game. Coupure All-Star, toujours rien. Et là, on te dit que la saison est terminée. Donc s'il se fait de nouveau opérer, on va avoir une troisième période des transferts où on sait que Lonzo Ball ne sera pas là pendant un certain temps et qu'il va falloir trouver un autre meneur de jeu. Et puis il y aura toujours forcément des questions qui deviennent de plus en plus légitimes, comme je disais, s'il se fait bel et bien opérer, de quand il va revenir, est-ce qu'il va revenir et dans quel état? Parce que mine de rien, même si il arrive après une troisième opération, à ne plus ressentir de douleur, à monter en puissance, retrouver un certain rythme, etc., et refouler les parquets NBA, dans quel état? Dans quel état? Parce que c'est déjà un joueur qui a été sujet à de nombreuses blessures dans sa carrière, dans sa courte carrière, qui a rarement dépassé les 60 matchs dans une saison régulière. Enfin, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble qu'il a fait une année à plus de 60 au début avec les Lakers, mais enfin voilà, c'est tout. Euh, c'est compliqué. Il a déjà eu une autre opération, donc ce sera sa quatrième opération en tout s'il en subit une autre.
c'est compliqué à 25 ans de vraiment se dire, ce mec-là, tu l'as pour les 10 prochaines années, il va faire une carrière voilà, linéaire tout le long. C'est quand même difficile à imaginer. C'est pas impossible, mais c'est quand même extrêmement compliqué à imaginer, quoi. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Voilà, comme je disais, si tu te mets dans la peau des dirigeants, tu as son contrat qui est garanti pour l'année prochaine et la saison suivante à 20-21 millions en moyenne sur les deux années. Tu sais pas si tu peux compter sur lui et du coup, tu peux pas vraiment, enfin, t'as pas vraiment de marge pour recruter un autre meneur parce que bah, déjà que cet été, ça va être impossible de re-signer Vooch, Kobe, Ayo, Green sans largement dépasser le salary cap. Parce que évidemment, comme on le dit plein de fois avec l'oncle Picsou, ça n'arrivera pas. L'objectif, ne surtout pas dépasser le salary cap, on ne veut pas payer la taxe. Parce que nous, on aime bien quand l'argent il rentre, mais quand il sort, par contre, c'est mort. Donc, démarre-toi avec ça, et le salary cap va augmenter comme tous les ans. Mais pour faire revenir tout le monde, même si je pense pas que de toute façon l'envie soit là de faire revenir tout le monde, hein, vu la saison qu'on vient de faire, ça serait quand même assez, assez dingue. Mais il va falloir développer encore plus d'ingéniosité pour faire en sorte d'avoir un effectif où tu sais que tu n'auras probablement pas Lonzo Ball pendant longtemps si jamais tu l'as, en ayant en plus un meneur pour pas trop cher et que le reste de l'équipe soit compétitive. Eh bien, bon courage. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'on nous annonce de manière officielle, même si, encore une fois, si Woj le tweet en disant ça discute d'une possible troisième opération, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et on va espérer, bah, voilà, on peut faire que ça, croiser les doigts, espérer que Lonzo puisse être capable de passer outre ces difficultés-là, être capable de revenir, de pouvoir recourir, faire des courses et sans douleur et être capable de refouler un jour les parquets NBA. Avec les Bulls, même si c'est pas avec les Bulls, pour lui ce serait quand même incroyable de revenir. Ce serait quand même quelque chose de grand, donc on peut que le lui souhaiter. Mais voilà, on va guetter les infos comme on fait depuis 14 mois qu'il est sur le flanc, quoi. Donc, année 2022 quasiment blanche, année 2023 qui commence déjà à s'annoncer quasiment blanche alors qu'on est qu'au mois de mars. Mentalement, faut l'encaisser, faut être costaud pour revenir, faut être méchamment déterminé quand même. Donc voilà, force à toi Alonso, parce que pas simple quand même. Pendant ce temps-là, donc comme je le disais, on est effectivement revenu dans le play-in grâce, entre guillemets, aux défaites de Washington qui a perdu ses deux derniers matchs. Alors j'ai plus les adversaires en tête, je crois qu'ils ont perdu Atlanta le dernier match, qui est également une équipe de play-in, mais qui a déjà pris un petit peu plus d'avance avec la 8e place. Et donc Washington a perdu deux matchs de suite, et comme on a battu Denver à la surprise générale, même nous je pense que les Bulls ils se sont dit putain on a vraiment fait ça. Du coup ça nous a remis dans la course, et on savait avant d'aborder ce match à Houston qu'en cas de victoire, on repassait devant Washington et on prenait on égalisait en termes de bilan, mais on a le tiebreaker. Et donc on prenait la 10e place au lieu de Washington. Parce que donc en battant Houston, on aurait le même bilan qu'eux, 31 victoires, 36 défaites. Dans les confrontations directes, ça donne 2 victoires, 2 défaites. Et le truc suivant pour départager, c'est le bilan dans ta conférence. Et là, notre bilan à nous par rapport à celui de Washington est bien au-dessus. Et ça pourrait tenir jusqu'à la fin de saison comme ça. Donc pour l'instant, on a le tiebreaker. Ça peut changer, mais il faudrait que Washington gagne beaucoup de ces matchs qui leur restent face aux équipes de l'Est. Et que nous, on en perde beaucoup, sachant qu'on a quand même pas mal d'équipes de l'Ouest aussi sur le reste de notre calendrier. Donc voilà. Dont les deux prochains matchs d'ailleurs. Donc ce match à Houston, on a quand même réussi à le gagner, mais ça
pas été simple parce que j'ai vu beaucoup de tweets, que ce soit en France ou aux US en disant Houston, c'est la pire équipe de la ligue, il faut qu'on les éclate, qu'on gagne de 15 points, 20 points, machin, etc. C'est vite oublié qu'on joue pas un classement et que cette équipe de Houston, des, elle a pile les caractéristiques qui nous cassent les couilles. Parce que autant Denver, ils jouent sur un rythme relativement lent, etc. C'est pas les mecs les plus athlétiques de la courée. T'es capable quand même de contenir leur drive, etc. Houston, t'as que des mecs qui sautent dans tous les sens. C'est une des équipes qui prend le plus de rebonds offensifs parce qu'à chaque fois, tu vois, ils loupent leur shoot, mais t'as toujours du Kenyon Martin, du Jalen Green, etc. Qui vont chercher les rebonds offensifs, les deuxièmes chances, mettre des points près du cercle. Euh, et c'est exactement ce qu'ils ont fait au début de match. Ils n'ont pas forcément une attaque extrêmement bien organisée, voire même une attaque organisée tout court. Ça balance des shoots dans tous les sens, mais tu as toujours un ou deux gars qui vont récupérer les rebonds offensifs, avec Şengün aussi. Euh, donc ils ont joué sur cette supériorité athlétique pendant une bonne partie du match. Ils ont obtenu des secondes chances, ils ont mis des points près du cercle. Ils ont eu aussi une adresse inhabituelle à 3 points, parce que avant ce match, ils étaient la pire équipe de la ligue en termes d'adresse à 3 points. Et là, sur ce match, ils ont fait 16 sur 30. J'ai le box score devant les yeux. 16 sur 34, 47%. 47,1%. Donc, adresse inhabituelle à 3 points. Et là, tu vois ça, et en première mi-temps, tu te dis, c'est pas possible. Ça va nous refaire le coup des équipes qui cartonnent face à nous à 3 points et qui en plus ont les robots offensifs. Ça pue la merde. D'autant qu'offensivement, dans toute la première mi-temps, euh, c'était Zach LaVine et quasiment personne d'autre. Euh, C'était le genre de match où tu te dis, il faut que LaVine il en mette 45, sinon on va jamais s'en sortir. Heureusement, en deuxième mi-temps, ça a été mieux, mais la première mi-temps, on a vraiment, vraiment galéré à trouver d'autres solutions. Et ça s'est vu. Donc, Lavigne, il a mis 11 des 18 premiers points du match avec des attaques du cercle, des paniers à 3 points, des drives, tout ça. Il a été excellent. Dès qu'il est sorti se reposer, on ne savait plus quoi faire. On n'avait plus d'inspiration, on rentrait quasiment plus rien. C'était le bordel. Début du deuxième quart-temps, même chose, il était encore sur le banc. DeRozan, il a mis un panier avec la faute, mais il a loupé le lancer. Ensuite, il a mis un 3 points. Derrière, parce qu'il faut le dire, le banc sur ce match-là a été dégueulasse. Dégueulasse. Patrick Williams, il y a 2 vidéos de ça. Je dis, oh, c'est quoi ce délire? Tu fous rien, prends pas un rebond, etc. Bouge-toi le cul. Vidéo suivante. Bien, Patrick, t'as mis 18 points, t'as pris 5 ou 6 rebonds. Grosse prestation en sortie de banc, agressif, bonne défense, top, excellent. S'il te plaît, continue comme ça. Patrick Williams face à Houston. 22 minutes 40 de jeu, 3 points, 1 sur 3 au shoot, 0 rebond. Est-ce qu'il faut être surpris? Non. Je sais, non, non, non. Patrick Williams, c'est relou à mort. C'est relou à mort. Sans déconner, ça m'a gonflé, mais de ouf. Quand j'ai vu le box score à la fin du match, 0 rebond en quasiment 23 minutes, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule pur et net. Donc voilà. Mais il n'a pas été le seul. Kobe White, 0 sur 3 au shoot en 16 minutes, 0 points. Même défensivement, ça n'a pas été foufou. Il faut dire qu'en face, ça va vite. Donc pour aller bloquer des drives, c'est quand même plus compliqué. Ayo, 10 minutes de jeu, 3 points, moins 15 au plus minus, 0 impact, rien. Le seul qui a eu de l'impact, c'est Drummond. Mais je vais y revenir. Donc à la pause, malgré Zach LaVine qui porte l'attaque à lui tout seul et peu de défense face à leur grosse adresse, il n'y a que 1 point d'écart, 55-54 en faveur de Houston. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On a trouvé d'autres solutions offensives, notamment avec Vucevic. 5 points à la mi-temps, 13 points dans le seul troisième quart-temps. Bon, derrière, il a plus touché un ballon. Mais dans le troisième quart-temps, il a fait de bonnes choses, des post-up, même 2 paniers à 3 points, dont un dans le corner.
voilà, il a permis d'avoir d'autres options. Euh, ouais, et pas de Bev. Et pas de Bev. Pas de Beverley. Il retournait à Houston pour la première fois depuis 2017, je crois. Euh, raté des matchs sur blessure, où il y a eu le Covid, etc. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'était pas retourné à Houston. Il avait de la famille, des amis qui étaient dans la tribune. Il a été extraordinaire. Extraordinaire. Tout le long du match, des hustle play, mais dans tous les sens, des mains actives pour couper les lignes de passe, venir faire des aides pour bloquer les drives. Parce que Houston, c'est beaucoup de joueurs qui partent en drive, mais tu sais pas comment ça va se finir. Et si tu peuples la raquette, bah, les types ils essaient de ressortir la balle, mais n'importe comment, et donc ils perdent des ballons. Et c'est ce qu'on a fait, notamment dans le quatrième quart-temps, mais aussi un peu dans le troisième. On a provoqué des balles perdues comme ça, en peuplant la raquette. Les mecs ils foncent dans le tas. Oh merde, vite, faut que je ressorte la balle. Hop, bah, Caruso ou Beverley pour voler les ballons. Même Lavine, DeRozan ont fait des bonnes déviations, etc. Mais voilà, pas de bef tout le long du match. Un putain d'enforcer. Il a provoqué des fautes offensives. Il a multiplié les batailles au rebond. Patrick Williams, ça te parle quand ton meneur Pat Beverley a pris 10 rebonds, dont 5 offensifs? C'est quand même pas compliqué. Putain. Non, Patrick Beverley a été un monstre. Monstrueux sur ce match-là. Clairement, il avait envie de défoncer du Rocket et il a tout fait pour. Il a tout fait pour. Tous les hustle play, des shoots dans tous les sens. 4 sur 5 à 3 points, 6 sur 7 au shoot, 16 points, 10 rebonds, dont 5 offensifs, 5 passes décisives, des highlights défensifs en veux-tu en voilà, dans tous les sens. Il était énorme, énormissime. Et c'est en grande part, je l'ai mis homme du match dans l'article récap parce que c'est. Oui, il y a eu le scoring de Zach Lavine qui finit avec 36 points à 14 sur 26. Encore un match extraordinaire. Extraordinaire de Zach Lavine offensivement, ultra efficace, etc. Mais s'il n'y a pas les hustle play, les rebonds offensifs et l'adresse à 3 points de Pat Bev, on va pas la chercher celle-ci. Drummond, au début du quatrième quart-temps, il a mis 8 points. C'est ses seuls 8 points du match, mais 4 sur 4. Des lay-ups, des dunks, comme il fait à son habitude. Enfin, il a mis 11 points, mais voilà, 4 sur 4, plus des lancers francs. 5 rebonds, 2 rebonds offensifs. C'est le seul bencher qui a vraiment eu de l'impact. Mais ça est tout arrivé en l'espace de 3-4 minutes au début du quatrième quart. Et là, tu avais Drummond, pas de bef, Drummond, pas de bef, Drummond, pas de bef, des hustle play dans tous les sens. Et c'est là qu'on a, bizarrement, c'est là qu'on a fait un run pour passer devant, parce que tout le long du match, on était derrière ou égalité, derrière ou égalité. Dès qu'on revenait, Houston reprenait 4-5 points d'avance. On revenait, boum, il reprenait 5-6 points d'avance. Donc c'était super relou, mais par contre, dans le quatrième quart, on a gagné ce quatrième quart 32-16. Euh, parce que voilà, on a haussé l'intensité défensive. Houston a complètement perdu les pédales, savait plus quoi faire en attaque. Et nous, on s'est créé des transitions, on a mis des points comme ça, on est repassé devant et derrière, on n'a plus lâché l'affaire. Pat Bev, il a mis un 3 points en forme de dagger à 2 minutes de la fin. Et derrière, c'était terminé. D'ailleurs, il l'a bien célébré. Kobe White et Dalen Terry sur le banc, ils se sont donnés à cœur joie aussi pour fêter ça. Donc c'était une fin de match réussie qui vient un petit peu. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt de. Ouais, mais t'as quand même 3 cartons où offensivement t'as bien galéré à part Zach Lavine et défensivement t'as quand même pas fait grand chose. Donc voilà, on est allé le chercher sur la fin, ce qui est bien. Il faut savoir aussi être capable de faire ça. Hein. Tu peux pas toujours gagner en étant parfait. Euh, mais voilà, on a eu une adresse extérieure ultra inhabituelle pour nous. Autant Houston, c'était inhabituel, mais pour nous, même chose. On a fait 15 sur 32 à 3 points, donc 46,9%. On a rentré nos shoots, en partie grâce à Pat Bev. On a dominé les rebonds, mais genre largement. 44 à. Combien ils en ont pris Houston? 33. 44 à 33 au rebond. On a pris 13 rebonds offensifs, donc quand tu es à l'extérieur, que tu as une telle adresse à 3 points et que tu as autant de secondes chances, tu te mets dans les bonnes conditions pour aller gagner un match, surtout face à une équipe aussi faible. Donc voilà, le travail a été fait, ça n'a pas toujours été ultra fluide, etc. Ça a été même parfois bien laborieux, mais voilà, le taf a été accompli de manière sérieuse. 9 contre quand même, 7 interceptions, 9 contre, donc mais voilà,
surtout sur la deuxième mi-temps, l'effort défensif était beaucoup, beaucoup plus plaisant. Parce qu'à la mi-temps, franchement, tu te dis, c'est pas gagné. Va falloir. Donc voilà, ils l'ont fait et c'était quand même bien plaisant. Donc maintenant, on est dans le play-in. Pendant combien de temps? Ça va être la grande question. On ne rejoue pas avant mercredi. Donc d'ici là, Indiana et Washington auront des matchs pour éventuellement nous repasser devant, sachant qu'Indiana a battu Détroit cette nuit, donc ils sont pas loin derrière. Je crois qu'ils sont à 0,5 victoires, donc voilà, c'est très 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 serré, ça peut bouger tous les jours en fonction de qui joue, etc. Nous, on ne rejoue pas avant mercredi, on reçoit Sacramento, qui est le début d'une série de 3 matchs à domicile, où on aura aussi Minnesota et Miami en back-to-back. Derrière, on joue 2 fois Philadelphie. On va à Portland, on va à Los Angeles pour affronter les Lakers et les Clippers. Donc les 2 prochaines semaines, il y a du costaud sur le calendrier, beaucoup d'équipes de l'Ouest. Et les équipes de l'Est qu'on affronte, elles sont solides aussi. Donc il y a du lourd qui arrive. Combien de temps on va être capable de rester dans la partie play-in? Ça va être compliqué. On va suivre ça, hein. On va évidemment essayer de faire en sorte de tenir le plus longtemps possible. Ça ne va pas dépendre que de nous, mais maintenant qu'on est à la 10e place, il faut essayer de la garder le plus possible. Et pourquoi pas essayer de grimper, mais là, le calendrier plus ce que les autres vont faire, ça va être important à suivre. Donc voilà, on va profiter maintenant hein. On a un petit dimanche tranquille là. Lundi pareil, mardi pareil. On ne rejoue pas avant mercredi. Ça laisse le temps de souffler un peu, de recharger les batteries, de faire quelques ajustements peut-être aussi, ce serait une bonne idée. Et puis je pense qu'on devrait se retrouver après le match de Sacramento pour débriefer ça, en espérant une nouvelle victoire, en espérant être encore dans le play-in, parce que on n'a plus que ça pour cette saison, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de tanker, on n'a pas de pic. Et on devrait certainement pas en avoir un. Donc voilà, belle victoire. Maintenant, il faut enchaîner, comme d'habitude. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, hein. Je pense qu'on ne se retrouve pas avant jeudi ou vendredi. Donc ça laisse le temps aussi à nous de souffler, de dormir un peu. Et puis voilà, on revient en forme pour terminer la saison sur les chapeaux de roue. Donc voilà, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.